Alors aujourd'hui, donc je suis là pour partager avec vous les connaissances et l'expérience que Boralex a dans l'énergie solaire, et puis de réfléchir aussi avec vous qu'est-ce qui pourrait paver la voie au développement du solaire ici au Québec. Pour introduire ma présentation, je vais vous présenter Boralex en quelques mots, vous parler de notre plan stratégique qui va nous amener à voir ce qui se passe juste de l'autre côté de la frontière en termes de développement solaire, puis on regardera pourquoi ça se développe beaucoup dans l'État de New York par exemple, et pourquoi il n'y a pas grand-chose, et on essaiera de voir ce qui pourrait faire évoluer les choses favorablement ici au Québec. Donc Boralex, nous sommes une compagnie québécoise, on est producteur d'énergie verte, on développe des projets, on les opère et on les maintient. Aujourd'hui, on a à peu près en propre 2000 MW d'installés, pour moitié en Amérique du Nord et pour moitié en Europe. Au Québec, avec nos partenaires que sont les régies de la Gaspésie, régies du Bas-Saint-Laurent, des municipalités, des MRC et puis également Énergir, nous opérons à peu près un quart du parc éolien québécois. Pour ce qui est du solaire, on a des projets en France, au Canada, et on a des projets en développement en France, au Canada et aux États-Unis. Alors, j'ai pas le... Ouais, pardon, merci. Donc Boralex a annoncé en milieu d'année dernière sa planification stratégique et donc le cap que se donnait la compagnie pour 2023. Et clairement, ce plan stratégique met l'emphase sur le développement du solaire en France et aux États-Unis. Vous nous auriez dit il y a 5 ans qu'on allait se développer dans le solaire, on vous aurait probablement pas cru. Historiquement, la compagnie s'est développée dans l'hydro, dans la biomasse et la cogénération. Puis à partir du début des années 2000, elle a pris le virage de l'éolien. Et encore aujourd'hui, on continue à beaucoup développer l'éolien. On est aujourd'hui le premier producteur indépendant éolien en France. On fait partie des leaders également au Canada. Et donc, on est dans un marché qui évolue beaucoup et notre compagnie, sans changer son ADN de développeur Greenfield, évolue également avec les marchés sur lesquels elle intervient. Donc, on est une entreprise québécoise et on va faire du développement solaire aux US. Alors, pourquoi on n'en fait pas ici? C'est parce que pour nous, il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui pour développer du solaire au Québec. Beaucoup de nos équipes québécoises, nos équipes de l'Ontario travaillent de l'autre côté de la frontière parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, en tous les cas, cette opportunité ici sur le marché. Alors, justement, donc on met l'emphase sur le développement solaire aux US, et donc je voudrais juste passer un petit peu de temps pour vous parler de l'État de New York, voir ce qui s'y passe, et qu'on essaie de comprendre pourquoi ce qui se passe de l'autre côté se passe pas ici. Bon, d'abord, l'État de New York, il y a une grosse volonté politique de décarboner son économie, puisqu'ils ont annoncé qu'ils voulaient avoir 70% de leur électricité renouvelable d'ici 2030, donc dans les 10 ans qui viennent, sachant qu'aujourd'hui, ils doivent être à 27-28%. Donc, il y a une marche énorme à franchir pour qu'ils atteignent leur objectif. Donc, cette volonté, au départ, elle est incarnée par les politiques, par le gouverneur Cuomo, et il la décline en mettant en place un mécanisme, ou des mécanismes de marché qui vont permettre le développement de la filière. Alors je vais vous donner quelques exemples. L'État impose aux utilities qui vendent l'électricité à New York d'augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable qu'elles ont dans leur mix énergétique. D'un autre côté, l'État
permet aux développeurs comme nous d'avoir l'opportunité de développer, de financer des projets en lançant des appels d'offres de RECs, donc des Renewable Energy Credit, des crédits environnementaux. Ils lancent des appels d'offres 1000 à 2000 mégawatts par an qu'ils octroient pour une durée de 20 ans. Donc ça rend viable le développement de nos projets. Donc il y a un écosystème qui se met en place parce que d'un côté, il y a les acheteurs d'électricité qui ont besoin d'augmenter le renouvelable. De l'autre côté, il y a les développeurs qui produisent des crédits environnementaux qui sont ensuite rachetés par les utilities. Donc ça, c'est au niveau de l'État de New York. Au niveau du fédéral, il y a également des incitations à l'investissement, les ITC et PTC que vous connaissez peut-être, qui sont des dispositifs qui sont en place, qui, eux, tendent à décroître au fur et à mesure que les énergies renouvelables deviennent compétitives sur le marché, mais qui sont encore en place pour les quelques années qui viennent. Alors, il y a des ressemblances avec ce qu'on vit, nous, ici au Québec. Il y a également beaucoup de différences, mais en tous les cas, d'un point de vue climatique, il n'y a forcément pas de grande différence entre l'État de New York et le Québec, ou en tous les cas le sud du Québec. Donc si ça marche là-bas, ça devrait marcher ici aussi. Et puis au niveau du permitting, des réglementations en place pour pouvoir développer des projets, c'est quelque chose aussi, on a des façons de fonctionner qui sont relativement similaires. Après, le marché new-yorkais a de grandes différences par rapport à ce qu'on a ici. C'est un marché qui est déréglementé, où le prix de l'électricité fluctue en fonction de l'offre et de la demande au fil du temps, au fil de la journée, ce qui est pas le cas ici, où le marché de l'électricité a été structuré autour du monopole d'Hydro-Québec. Donc ça, je porte aucun jugement de valeur, mais c'est seulement une réalité qui diffère d'un côté à l'autre et avec laquelle on doit vivre, on doit s'adapter. Exemple de la structuration du marché de l'électricité au Québec autour du monopole. Si vous prenez le transport de l'électricité, ici, pour accéder au réseau, que vous descendiez votre électricité du nord de la province vers les centres de consommation du sud, ou que vous la transportiez de la périphérie du centre de consommation au centre-ville, vous allez emprunter le réseau et vous allez payer un tarif forfaitaire qu'on appelle le tarif timbre-poste, quelle que soit la distance que va parcourir votre électricité sur le réseau. Au niveau des pertes sur le réseau, vous savez, l'électricité, quand on la transporte, on en perd un petit peu, les pertes en ligne. C'est la même chose. Le transporteur applique une perte moyenne à chaque personne chaque électron qui va circuler sur le réseau. Cette façon de fonctionner, qui a ses raisons et qui en tous les cas est celle qui existe, quelque part elle est défavorable au développement du solaire, puisque le solaire c'est une énergie qu'on peut développer à proximité des centres de consommation, et ce solaire, cet électron solaire, il va payer le réseau au même titre que de l'électricité qui vient de zones beaucoup plus éloignées. Si on retourne de l'autre côté de la frontière, à New York, ça fonctionne différemment, parce qu'en fonction de l'endroit où vous produisez, où vous achetez votre électricité, vous n'allez pas la payer le même prix, fonction de la congestion, et donc il y a un système de tarification qui s'appelle les LMP, Locational Marginal Price. Je ne sais pas si ça veut exactement dire ça, mais en tous les cas, les prix sont en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà, donc ça, je pense que ça constitue un frein au développement d'énergie comme le solaire. Alors, il y a une autre différence importante aussi entre New York et le Québec.
au Québec, on a une électricité qui est déjà décarbonée à 99%, ce qui n'est pas du tout le cas de New York. New York doit retirer du nucléaire qui est en fin de vie, doit retirer du fuel et donc ça va être plus compliqué pour eux. Il y a plus de défis et certainement plus de soubresauts à attendre à New York que ici au Québec, où on a déjà quelque chose de très stable qui peut intégrer facilement de nouvelles énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, sans grande difficulté, sans soubresaut à attendre. Donc là, de ce côté-là, on a plutôt un avantage par rapport à New York. Donc New York, c'est un bel exemple parce que ça fonctionne. On voit que ça part d'une volonté politique. Même si c'est un marché déréglementé, il y a quand même une forte intervention du politique qui oriente l'évolution du marché en fonction de ses objectifs et permet de créer des règles qui vont faire que le marché va se développer. Donc ça, c'était un peu pour vous présenter les différences entre les deux marchés. L'avènement du solaire a également été rendu possible du fait de la baisse des prix radicale qu'on a connue dans les produits, les panneaux photovoltaïques, et baisse des prix qui est aussi permise par les avancées technologiques très rapides qu'on a eues au cours des dernières années. Juste avant de changer de slide, je vous ai pas parlé des projets. La carte que je vous projette là de l'État de New York, c'est les projets lauréats du dernier appel d'offres de NYSERDA qui a eu lieu en 2018. Et vous voyez tous les petits soleils qu'il y a sur la carte. Il y a énormément de projets solaires qui ont gagné. Il y a 3 projets éoliens et puis un projet hydroélectrique qui a gagné. Donc, de l'autre côté de la frontière, le solaire fonctionne et bat d'autres sources d'énergie. Alors, je vous disais que la technologie, les avancées technologiques avaient permis une très très forte baisse des prix. Et donc, ça permet d'améliorer le coût de l'énergie solaire. Si vous regardez le graphique, là, la courbe jaune qui part en 2009, il y a 10 ans, avec un coût du mégawattheure solaire à plus de 350 €. Aujourd'hui, en 2019, c'est la courbe qui est la plus basse. Hein. Elle est juste en dessous de la ligne verte qui est l'éolien. Donc aujourd'hui, alors c'est pas une courbe de prix pour le Québec, c'est une courbe de prix mondiale, mais aujourd'hui l'énergie la moins chère sur la planète à produire, c'est l'énergie solaire. Alors il y a des disparités géographiques, mais en tous les cas, on voit que c'est une énergie qui est devenue très très compétitive. Au Québec, je pense que l'éolien est encore moins cher que le solaire, qui lui-même est probablement moins cher que le prochain projet hydroélectrique à construire. Et cette baisse des prix qu'on constate sur les 10 dernières années, c'est pas fini puisque selon Bloomberg, le prix du solaire devrait encore décroître de 63% d'ici 2050. Donc la baisse des prix va encore continuer. Moi, si je prends mon exemple personnel, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les énergies renouvelables. Les premiers panneaux photovoltaïques que j'ai achetés au milieu des années 2000, je payais 3,85 € le watt crête. Aujourd'hui, peut-être que Sébastien nous le dira, mais on les achète en dessous de 30 cents de dollars le watt crête. Donc les prix ont été divisés par plus de 10 en 10 ans. Un panneau avant, les premiers que j'ai achetés, il faisait 165, 185 watts. Le même panneau aujourd'hui, il fait près de 400 watts. Donc il y a un gain technologique énorme.
Alors, donc, chute des prix, avancée technologique. Donc, forcément, ça laisse présager un développement très fort de la place du solaire dans le portrait électrique mondial. Donc là, si on regarde le graphique, alors, qui n'est pas toujours très intuitif au niveau des couleurs, le jaune, c'est l'hydroélectricité, on n'y est pas habitué, et le bleu au-dessus, là, qui augmente fortement, c'est le solaire. Donc c'est un document qui a été produit par DNV, et donc DNV doit avoir un graphiste qui est daltonien, parce qu'on voit rarement l'hydro en jaune et le solaire en bleu, mais en tous les cas, c'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est quand vous sommez toutes les énergies, vous voyez que la courbe progresse énormément. Ça, c'est la courbe de la croissance de l'électricité. Alors, c'est au niveau mondial, mais on voit, si on regarde 2020, on est à moins de 30 pétawattheures de production mondiale, et on sera à plus de 60 en 2050. On va multiplier la production d'électricité sur la planète à peu près par 2,5 dans les 30 ans qui viennent. Et dans ce mixte-là, le solaire, qui aujourd'hui doit représenter 3% de la production électrique mondiale, DNV le voit représenter 40% de la production électrique mondiale en 2050. Donc c'est gigantesque, ça va être la première source de production d'électricité. Donc, quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'une entreprise comme Boralex, elle peut rester à côté du marché solaire? Je vous ai parlé tout à l'heure de notre plan stratégique. On a clairement répondu non, et donc on fait du solaire là où il y a des marchés qui permettent de faire du solaire. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Québec peut se passer du solaire quand on voit la place que ça va prendre dans les 20-30 ans qui viennent? Aujourd'hui, le solaire, ici, il occupe 0,00, je ne sais pas combien de 0,1% de notre production, alors qu'on le développe partout ailleurs, quoi. On attribue souvent cette infime part du solaire au fait qu'au Québec, il fait froid, il n'y a pas assez de soleil, il y a de la neige. Mais en fait, c'est vrai qu'il fait froid, mais il y a aussi du soleil, et même le froid est souvent un avantage pour le solaire. Je ne sais pas si tu en parleras, mais ouais. Donc le Québec, on a un fort potentiel de développement solaire. Si vous regardez les pays qui développent le solaire, on est bien placé en termes de capacité de production, ce qu'on appelle les nombres d'heures de fonctionnement ou les kilowattheures par kilowatt-crête par an. On est très largement au-dessus de ce qu'il y a par exemple en Allemagne, et en Allemagne, le solaire représente 10% du mix énergétique aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, la neige, c'est enfin, on peut penser que la neige est un gros handicap pour le solaire. Nergica a fait une étude l'hiver passé, où ils ont étudié en Gaspésie quel était l'impact sur la production annuelle de la présence de la neige certains jours sur les panneaux. Je vous rappelle que l'hiver dernier, ça a été un hiver avec beaucoup de neige. En Gaspésie, il est tombé 4 mètres de neige, donc sur ces fameux panneaux-là. Et la perte de production est, selon l'étude de Nergica, de 5,65% de la production annuelle. Donc c'est pas énorme, même si c'est quand même beaucoup. Et comme je vous dis, c'est avec 4 mètres de neige. Donc la moyenne de précipitation dans le sud du Québec, on est plutôt à 2 mètres. Donc on peut s'attendre à des pertes liées à la neige qui sont en dessous des 3%. Donc c'est pas rédhibitoire. Et comme on le disait tout à l'heure, les températures froides qu'on a permettent d'augmenter la productivité des cellules photovoltaïques, et donc probablement de surcompenser les pertes liées à la neige certains jours.
Donc plus nous développerons ici au Québec une expertise pour adapter notre technologie, connaître les technologies et les modes de fonctionnement de ces technologies dans les climats dits nordiques, et bien plus on se donnera la chance de les rendre compétitives et plus le solaire aurait sa chance au Québec. Et il y a des technologies d'ailleurs qui permettent d'optimiser. Il y a les trackers qui permettent de suivre la rotation du soleil. Il y a également les panneaux bifaciaux qui se développent très très fortement en ce moment, qui permettent de produire par le rayonnement direct, mais qui permettent également de produire par en dessous par la réflexion. Or, si vous avez un sol recouvert de neige, vous avez une très bonne réflexion, donc vous produisez par le dessus, mais également par le dessous. Et comme vous produisez par le dessous, ça échauffe la cellule, qui va faire que la neige qui a pu s'accumuler au-dessus va glisser et donc tomber. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur l'aspect technique. Maintenant, certains d'entre vous ont dû participer hier au déjeuner où on a entendu Philippe Dunsky qui nous présentait le travail qu'il a fait pour le ministère dans le cadre du plan d'électrification et des changements climatiques. Donc le Québec a lui aussi des cibles très ambitieuses puisqu'on veut diminuer nos émissions de GES de 37,5% à l'horizon 2030. Donc il nous reste 10 ans pour y arriver. On a vu que la trajectoire actuelle est ratée complètement la cible et qu'il fallait vraiment prendre des mesures fortes pour qu'on réussisse à atteindre la cible. Mais ce que j'ai trouvé super dans le résultat qu'il nous a présenté, c'est que c'est possible et ça aligne, tout s'aligne, c'est-à-dire on peut maintenir notre mode de vie, notre niveau de vie, notre système de vie à l'occidental sans remettre grand-chose en cause. On peut se l'offrir puisqu'il a dit sous forme de boutade que ça coûtait le prix d'un café au Starbucks par semaine par ménage québécois. Donc ça veut dire que c'est viable sur le plan économique. Et puis en plus ça va nous permettre d'atteindre nos cibles et donc d'améliorer de limiter le réchauffement climatique et d'améliorer la qualité de notre atmosphère. Donc j'ai trouvé sa présentation très très positive et je pense qu'elle est réaliste et c'est vraiment porteur d'ambition et d'espoir parce que je pense qu'on a tout ici au Québec pour réussir cette transition sans qu'elle soit douloureuse. Et il nous disait d'ailleurs hier que par rapport à toutes les provinces où il intervient et tous les États nord-américains dans lesquels il intervient, l'État qui est le mieux placé pour réussir ça, c'est le Québec. Donc on a une chance incroyable. Il nous faut la volonté de vouloir la saisir et il y a des acteurs qui sont prêts, il y a des producteurs de panneaux photovoltaïques, il y a des cabinets d'ingénierie, il y a des développeurs. On est là, on est prêt à relever ce défi. Je reviens pas beaucoup sur le tableau, vous avez dû le voir hier, mais il pense que le portrait de la production au Québec dans 30 ans aura quasiment doublé. Donc ce qui est énorme, puisque c'est faire en 30 ans ce qui a été fait pendant les 60 ou 70 dernières années. Donc c'est une opportunité de développement économique qui est colossale pour le Québec. En plus de ce que nous a présenté Dunsky dans le cadre du PEC, on a eu également la présentation du plan stratégique et des nouveaux plans d'approvisionnement d'Hydro-Québec à l'automne dernier. On voit que là aussi, il y a une croissance de la demande puisque Hydro-Québec Distribution prévoit pour le marché domestique 13 TWh de besoins supplémentaires dans les 9 à 10 ans qui viennent. En plus, Hydro-Québec gagne des contrats d'exportation d'énergie. Ils viennent d'annoncer récemment 47 TWh vers le New Brunswick pour les 20 prochaines années. Ils avaient gagné il y a 2-3 ans
9,45 TWh par an vers le Massachusetts, et on parle beaucoup en ce moment de 8 à 10 TWh vers New York, donc ça va forcément générer des besoins supplémentaires. Donc si on combine tout ça avec ce que nous a dit Philippe Dunsky, avec l'ambition du gouvernement de réduire les émissions, ben on a forcément des besoins, et donc on peut se demander quelle place le solaire, lui, pourrait occuper dans ce mix énergétique. Alors pour ça, on peut s'interroger sur les apports et les différences des différentes sources d'énergie. Si on regarde l'hydroélectricité, ça produit beaucoup au printemps et en été, lorsque la neige fond, que les barrages sont à leur niveau maximum. Donc c'est là où il y a le potentiel le plus fort de production d'hydroélectricité. Si on regarde l'éolien, le vent souffle plutôt plus en hiver qu'en été, donc le profil de production de l'éolien, c'est plus en hiver et moins en été. Donc on voit que c'est très complémentaire avec ce qui se passe avec l'hydroélectricité, puisque quand il y a moins d'hydro l'hiver à cause de la glace ou du niveau dans les barrages, ben on a l'éolien qui lui peut compenser. Si on regarde du côté du solaire, ben on a un profil qui est un peu comme l'hydro, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup moins l'hiver et beaucoup plus l'été. Donc il n'y a pas de vrai complet. Alors c'est un des handicaps du développement du solaire au Québec, c'est que on n'est pas complémentaire aux besoins de l'hydroélectricité. Donc ça c'est un des handicaps. Par contre, le solaire peut apporter ce qu'on appelle de la résilience à notre système électrique, puisque on en parlait tout à l'heure, le solaire, c'est ce qu'on appelle une production décentralisée. Donc on peut produire du solaire à proximité des centres de consommation, et le fait de produire à proximité des centres de consommation, ben vous réduisez le risque sur le réseau, vous améliorez la sécurité du réseau. Je prends l'exemple que tout le monde a en tête au Québec, c'est la crise du verglas dans les années 90. Il y a eu toute une zone, tout un triangle dit noir, là, qui n'a pas eu d'électricité pendant une très longue période. Ben, si le solaire avait existé à cette époque-là, qu'il y avait eu quelques parcs solaires dans ce triangle noir, ben, ils auraient pu satisfaire une partie des besoins de cette zone. Donc même si les grandes lignes de transmission sont tombées, ben, du solaire décentralisé permet quand même d'avoir une partie de couvrir une partie du besoin. Bon, le développement du solaire, c'est certainement aussi pour nous au Québec une opportunité d'exportation, parce que comme vous le savez, les États voisins valorisent souvent plus l'énergie solaire et l'énergie éolienne que nous, puisqu'ils ont les fameux crédits d'énergie renouvelable, les RECs, qui ajoutent de la valeur au solaire. Et donc en développant le solaire dans le mix énergétique au Québec, eh ben, on se donne probablement plus de chances de satisfaire les besoins de nos voisins. Et ça nous donne aussi l'opportunité d'exporter notre hydro, non plus forcément en base load, mais pour venir balancer les énergies intermittentes. Et donc vous vendez là votre énergie avec une plus forte valeur, puisque vous venez balancer des énergies intermittentes. Donc vous intervenez comme du stockage, le fameux terme qui a été utilisé de la batterie du Nord-Est. Donc vous donnez de la valeur à votre hydro, parce qu'elle va se compétitionner avec de l'énergie issue du stockage, donc qui coûte plus cher que le baseload. Donc vous ajoutez de la valeur également à votre hydro. En conclusion, Denis. Ouais, je prends du temps. J'y arrive. Donc en conclusion, effectivement, j'y arrivais. Donc
On a une forte augmentation des besoins au Québec. On l'a vu, les études le démontrent, que ce soit pour la demande domestique, que ce soit pour essayer de satisfaire les besoins de nos voisins, on a de gros besoins qui augmentent. On a vu qu'on avait un bon potentiel solaire au Québec. On a vu que la baisse des prix et les gains de productivité faisaient que le solaire était devenu une solution très compétitive quasiment partout sur la planète. Donc le solaire a une place à prendre dans le mix québécois, même si ça va rester probablement quelque chose qui va être très en dessous de la place de l'hydro ou de la place que l'éolien est appelé à prendre, mais le solaire a également une place dans ce mix. Et pour que ce soit possible, ça passe par une volonté politique pour que le solaire trouve sa place et puisse se développer. Donc on entend parler qu'il y a des appels d'offres à venir. Si on réserve dans ces appels d'offres une partie au solaire, on va permettre de donner de la visibilité à des développeurs qui vont pouvoir investir dans le solaire au Québec et certainement voir les prix du solaire au Québec descendre comme on a vu au cours des 10-15 dernières années, les prix dans l'éolien chutaient très fortement également au Québec. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Legalet. Très intéressant d'avoir la perspective de Boralex sur ce qui s'en vient pour le solaire. Maintenant, place à Sébastien Arcan. Ça se prend le temps, Sébastien, de bien communiquer le contenu. Ça marche. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ACPER pour l'opportunité de venir vous présenter notre entreprise, puis aussi ce que le secteur manufacturier peut accomplir au Québec au niveau du solaire. Juste premièrement, c'est vraiment la toile qui est ondulée, là. Nos trackers sont droits, puis on installe ça droit. Donc, moi, je suis depuis 20 ans pour l'entreprise. Au départ, on faisait partie de General Electric. L'usine est située, notre usine principale est située à Saint-Augustin-de-Desmaures, donc juste en banlieue de Québec. L'usine est là depuis 1977 au départ, c'était pour les projets d'Hydro-Québec de la baie James, donc fabriquer les grosses composantes électriques qui relient l'alternateur au transformateur de puissance. On fabrique toujours ces composantes-là à Saint-Augustin, on est toujours la même équipe, mais on a eu un gros changement en 2015 où on a cessé de faire partie du groupe General Electric. Il y a des investisseurs canadiens, donc maintenant c'est une entreprise entièrement canadienne. On est les mêmes employés, on fabrique toujours les mêmes produits à Saint-Augustin. Des équipements on est équipementier pour les centrales électriques, donc de tout type, que ce soit hydro, nucléaire, les éoliennes aussi, on fabrique des jeux de busbar qui relient la nacelle au bas de la tour d'éoliennes. Ça, on fait ça à Saint-Augustin. Maintenant, au travers le temps, c'est ça, on a développé des nouveaux produits de 1977 jusqu'à 2005. 2005, il y a eu l'arrivée des busbars pour éoliennes. Puis, on voyait que la tendance s'en venait vers le solaire. Puis, en 2010, General Electric, à l'époque, nous a approchés, nous a demandé, pouvez-vous intégrer pour nous onduleurs transformateurs de puissance sur des skids qu'on peut expédier comme déjà montés, préfabriqués au chantier dans les fermes solaires. Donc, on a fait ça pour des centrales au Nevada puis en Californie. Par la suite, on s'est dit, comment on pourrait faire pour compléter notre offre pour les développeurs, pour qu'ils soient en mesure d'avoir des solutions plus complètes. Il nous manquait les modules solaires. Et c'est là qu'on est allé chercher en 2016 la technologie de panneaux solaires. On a acquis la technologie d'une société française qui s'appelait Soitec, qui est une entreprise à la base de semi-conducteurs, et eux ont refocusé leur opération vraiment au niveau semi-conducteur et nous a laissé la technologie des modules solaires. Ça nous a donc emmené beaucoup de contacts sur le marché français, puis c'est pour ça que vous allez voir dans ma présentation, je parle quand même beaucoup de la France. Par la suite, en 2017, parce que la technologie française dont on a fait l'acquisition en 2016, c'est une technologie photovoltaïque à concentration. Donc, c'est des panneaux solaires avec une lentille de Fresnel qui vient concentrer les rayons lumineux sur une toute petite cellule de 3 mm de diamètre. C'est une technologie qui est extrêmement performante, sauf que ça nous prend l'accès au rayonnement direct du soleil pour que ça fonctionne bien.
parce qu'aussitôt que j'ai un nuage, je perds le rayonnement direct sur la loupe, sur la lentille de Fresnel, donc j'ai plus de concentration au niveau de la cellule. Donc, en parallèle à ça, en 2017, on a fait l'acquisition d'une ligne de modules photovoltaïques qui était localisée en Ontario. On l'a transférée au Québec dans une usine qu'on a ouverte à Trois-Rivières. Donc, présentement, à Trois-Rivières, on peut fabriquer modules PV classiques, des modules à concentration pour les endroits où le climat le permet. Là, c'est plus dans le sud de la France ou aux États-Unis ou le Chili qui est un très bon marché pour le solaire, un rayonnement direct très, très important. Puis en 2019, étant donné qu'on commençait déjà à avoir plusieurs contrats en France, on a fait l'acquisition de Sotec, à ne pas confondre avec Soitec, des noms semblables, mais des compagnies totalement différentes. Sotec, c'est des entrepreneurs de construction de centrales solaires en France. Donc, on a fait l'acquisition de cette entreprise-là. Donc, maintenant, on travaille avec les développeurs en fabriquant les composantes dont ils ont besoin pour leur ferme solaire et on peut aussi aller faire l'installation de ces fermes-là. Et juste une dernière note, on exporte 95% des produits qu'on fabrique, que ce soit à Saint-Augustin, Trois-Rivières. Donc, nos installations, on a l'usine principale qui est à Saint-Augustin-de-Desmaures. On a fait l'installation aussi d'un petit parc solaire seulement pour tester nos différentes technologies. Donc, quand on voit ici que c'est plus brillant, c'est comme un verre, c'est la lentille de Fresnel, c'est le module à concentration. Tandis qu'ici, on voit les modules classiques. Ils sont installés sur des trackers, donc des suiveurs solaires. Donc, les panneaux suivent la course du soleil toute la journée. Après ça, on a notre usine de Trois-Rivières où est-ce qu'on a nos lignes de production pour le photovoltaïque classique et à concentration. Aux États-Unis, on exploite aussi un parc solaire. Donc, on a fait l'acquisition d'un parc solaire qu'on exploite nous-mêmes. C'est quand même relativement petit comme parc, 1,68 MW, mais on a un Power Purchase Agreement avec Southern California Edison là-bas à qui on vend l'électricité. On a aussi un bureau à Phoenix où c'est plus de la recherche et développement qui se fait là-bas. Arizona State University sont quand même assez avancés au niveau solaire. On travaille avec eux, donc on a un bureau local en Arizona, Phoenix. En France, l'équipe d'installation, Sotec, qui est à Ville-Vérac, c'est près de Montpellier. Puis là aussi, on a fait l'acquisition d'un parc solaire qu'on a monté nous-mêmes. Donc, c'est un projet qu'un développeur avait déjà été lauréat de l'appel d'offres. On s'est associé à ce développeur-là, on a pris 49% des parts, puis on a agi en tant que PC, là. Donc, on a vraiment fait l'installation, fourniture, mise en service du parc solaire, puis maintenant on l'opère. Donc, des projets en France, puis je vais vous expliquer un peu aussi le marché français, là, puis comment après ça, là, on peut le comparer au Canada ou au Québec. La centrale dont je viens de parler, qu'on opère là-bas, qu'on exploite, la centrale Amic. Après ça, il y a des centrales de l'ordre de 10 à 17 MW sur lesquelles on est en train de faire la construction. Puis la centrale de la Gardape, qui est une centrale qu'on a complétée l'an dernier. Les projets là-bas, ça tourne beaucoup autour de 10 à 20 MW. Je pense que c'est beaucoup question de contraintes au niveau des terrains. Donc, on ne verra pas nécessairement de grands projets là, comme on peut voir des fois au Maroc ou au Qatar, où est-ce qu'ils vont annoncer qu'ils vont installer 1 gigawatt de modules solaires sur le même terrain, là. Dans les particularités qu'on observe en France, puis c'est ce qu'on va comparer un petit peu après avec le Canada puis le Québec, les appels d'offres sont publics. Donc, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui publie des appels d'offres. Les développeurs doivent monter un projet. Puis, il y a 3 critères pour la sélection des projets. C'est le prix à laquelle le développeur va vendre son électricité sur 20 ans à Enedis ou à EDF, au gouvernement français. C'est par la suite le bilan carbone des modules. Ça, c'est intéressant parce que présentement, c'est le seul pays qui le considère. Donc, ils vont regarder comment a été fabriqué le module, la consommation électrique qui était nécessaire pour fabriquer le module, puis d'où vient cette électricité-là. Donc, est-ce qu'elle vient d'une centrale hydro ou est-ce qu'elle vient, par exemple, d'une centrale au charbon? Puis avec ça, on peut faire un calcul de la part de carbone du module dans la centrale.
Donc, il y a une note. Quand l'appel d'offres, les développeurs présentent leur projet, ils doivent dire la quantité de CO2 qui a été émise pour la fabrication des modules solaires. Ils doivent donner leur prix de rachat. Et le troisième critère, c'est le type de terrain utilisé. Ça aussi, c'est intéressant. Présentement, il y a des terrains, les anciens sites d'enfouissement en France sont extrêmement prisés parce que c'est des terrains qu'on ne peut rien faire avec. Souvent, il y a juste eu un remblai mis en surface. On ne peut pas creuser, on ne peut pas faire de bâtiments. Donc, il y a des développeurs qui vont regarder pour utiliser ces terrains-là, installer des structures sous ballast. Donc, seulement, on n'a même pas besoin de creuser au niveau du terrain. Toute l'installation est faite en surface, puis c'est des terrains qui ne sont pas utilisés. Puis je trouve que vraiment l'exemple est bon parce que nous, près de Saint-Augustin, il y en a un ancien site d'enfouissement à Cap-Rouge. Présentement, c'est un terrain qui est vide. Il n'y a rien à faire avec ce terrain-là, mais il pourrait être facilement rempli de panneaux solaires puis porter une contribution à notre réseau. Côté prix aussi, c'est très, très bas. Un peu comme Denis disait tout à l'heure, les tarifs de rachat, on voit ça autour de 5 centimes d'euros le kilowattheure, donc 7 à 8 sous canadiens le kilowattheure pour l'électricité qui est produite. Le CAPEX, l'argent qu'on doit débourser pour construire la centrale, ça aussi, c'est très bas. C'est autour de 75 centimes d'euros le watt. Donc, une centrale de 1 mégawatt, c'est 750 000 euros. Toute la construction, la fourniture, l'installation, mise en service. Pourquoi c'est bas comme ça? C'est qu'il y a eu plusieurs projets de fait. Puis, dans ces projets-là, quand on fait beaucoup de projets, nécessairement, on développe des standards. Donc, il y a des normes applicables spécifiques aux centrales solaires en France. On ne se repose pas plein de questions à chaque fois qu'on commence une nouvelle centrale solaire. On sait le type de structure, de support pour les modules qu'on va utiliser. On sait, en gros, le schéma électrique qu'on va y faire. Donc, tous les coûts descendent rapidement. Maintenant, au Canada, c'est sûr que les projets qu'on a travaillés jusqu'à présent, c'est de plus petite ampleur. On a fait à l'Université de Sherbrooke, on a installé là-bas des modules solaires. À l'Université de York, à Toronto, même chose. Circuit Gilles Villeneuve à Montréal, quand ils ont refait les paddocks. Donc, il y a eu une installation de panneaux solaires de fait. Puis à Lac-Mégantic, un projet intéressant avec Hydro-Québec, micro-réseau. Donc, sur le nouveau centre-ville, les nouveaux bâtiments du centre-ville de Lac-Mégantic, installation de modules solaires, de batteries, aussi une génératrice. Puis, il y a un système de contrôle. Le but, c'est de faire fonctionner la génératrice le moins possible. Donc, ça soit que les modules solaires, les batteries suffisent à l'alimentation du centre-ville. Hydro-Québec a même un sectionneur pour isoler le centre-ville pour qu'on puisse vraiment îloter le centre-ville puis le faire fonctionner par lui-même. Donc, à ce niveau-là, c'est super intéressant. Il y a des projets qui se font aussi présentement au Canada, au niveau de l'Alberta, Saskatchewan, où est-ce que là, c'est des projets de plus grosse ampleur, surtout en Alberta, qu'on entend parler présentement. Maintenant, si on compare avec la France, les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, bien, au Canada, présentement, c'est sûr que les tarifs varient beaucoup. Ça peut varier. Tout à l'heure, on disait là, 0,75 € le watt pour une installation. Au Canada, on peut parler de 1,50 $ jusqu'à même 5 $ canadiens le watt. Donc, c'est très cher par rapport à la France. Il y a différentes raisons qui expliquent ça, entre autres le manque de standardisation, mais la standardisation va venir au nombre de projets qu'on va faire. Alors, on peut appliquer beaucoup d'idées de ce qui est fait là-bas. Par contre, c'est certain qu'il faut quand même tenir compte les particularités du Québec, du Canada, que ce soit au niveau des fondations, où est-ce que là, on a le gel dans le sol qu'eux n'ont pas. Donc, si on plante un pieu là-bas à 1 mètre dans le sol, c'est suffisant. Ici, on peut penser qu'on a besoin de bases de béton ou sinon de planter un pieu très, très profond. Donc, c'est sûr qu'il y a des particularités qui font augmenter les coûts, mais quand même, il y a un très grand potentiel de descendre ces coûts-là à mesure que le nombre de projets va augmenter. Dans les projets jusqu'à présent, au Canada, au Québec, il n'y a pas de structure non plus encore pour tenir compte du bilan carbone des installations qu'on fait. Donc, tout à l'heure, je parlais dans les appels d'offres français, le développeur doit fournir le bilan carbone de son projet. Au Canada, il n'y a pas de règle encore là-dessus.
Le type de terrain aussi, c'est sûr qu'on a besoin des permis, il peut y avoir des audiences publiques sur l'utilisation de certains terrains, mais il n'y a pas encore de mécanisme non plus standardisé de ce côté-là qui pourrait mettre l'emphase, par exemple, sur des terrains qui ne sont pas présentement utilisables pour d'autres choses. Donc, c'est ce qui est à développer. Il y a une carte ici du Canada, on peut voir un petit peu le potentiel au niveau solaire. Donc, on parlait des projets Alberta, c'est sûr qu'ici, la quantité de soleil est plus abondante. Par contre, même au Québec, surprenamment, on a autant de soleil que dans le nord de la France ou en Allemagne ou il y a le sud de la France qui est un petit peu plus haut que nous, mais sinon, notre quantité d'ensoleillement, comme Denis mentionnait tantôt, à 1400 kWh par mètre carré, c'est très bon, là, par kilowatt installé. Puis aussi, Denis tantôt mentionnait là, au niveau des températures. Juste à titre d'exemple, je me suis pris une note pendant que tu parlais. On a, sur un de nos trackers qu'on a à Saint-Augustin, on a 8 kW installés. 8 kW en conditions standards. En été, lorsque la température monte au-dessus de 30 degrés, on va générer 6 kW de façon instantanée. Là. Avec le 8 kW, ça descend à 6 kW à cause de la température qui est plus élevée que les conditions standards. Mais en hiver, pour le même 8 kW, on va générer de façon instantanée 12 kW. Mais c'est sûr que le nombre d'heures d'ensoleillement l'hiver est moins élevé que l'été. Par contre, le module PV est beaucoup plus efficace. Puis le bifacial aussi. Nous, nos modules, on les fait bifaciaux. Donc, la cellule peut collecter la lumière des deux côtés. Puis ici, au Canada, c'est important avec la neige parce que on a la réflexion sur la neige qui vient donner un apport d'énergie aux cellules puis qui fait fondre de l'autre côté du panneau s'il y a de la neige en surface. Donc, ça aussi, ça l'aide beaucoup puis ça augmente les performances d'un milieu nordique. Pour le Québec, selon nous, ce qu'on voit, c'est une opportunité, le solaire, de développer puis faire rayonner à l'international notre savoir-faire qui est complémentaire à celui qu'on a déjà. Le Québec, depuis les années 70, avec les projets de la baie James, il y a eu beaucoup d'industries créées. Il y a énormément de technologies, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des firmes d'ingénierie, au niveau d'Hydro-Québec même. On a toujours été les pionniers, les leaders au niveau de l'électricité. Présentement, la tendance mondiale, c'est le solaire. Je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté de cette technologie-là pour le Québec, pour garder notre niveau d'expertise, pour pouvoir garder notre statut de pionnier au niveau électrique dans le monde. Puis aussi, le deuxième point, c'est se servir de notre hydroélectricité pour fabriquer des modules solaires verts. Présentement, encore là, je reviens à l'exemple français, mais quand on calcule le bilan carbone, le fait d'utiliser l'hydroélectricité pour alimenter une usine qui fabrique des panneaux solaires, ça nous donne un bilan carbone très, très bas, contrairement à nos compétiteurs asiatiques, par exemple, où est-ce qu'il y a beaucoup de charbon encore d'utiliser. Donc ça, c'est une belle réussite pour le Québec. Du côté de STAS, de notre entreprise, c'est de continuer de travailler sur des solutions globales du côté solaire, puis se servir de l'expérience acquise en France, dans des endroits où il y a beaucoup de projets, l'apporter ici au Canada, l'apporter ailleurs dans le monde pour continuer de développer cette expertise-là. On est aussi très privilégié de travailler avec l'Université de Sherbrooke. Quand on a fait l'acquisition de la technologie solaire française, à l'époque, on ne le savait même pas, mais l'Université de Sherbrooke avait déjà beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur le solaire, qui nous ont contactés tout de suite. On a établi un bon partenariat avec eux. Puis dans les 3 prochaines années, on a investi pour un équivalent de 5 millions de projets avec l'Université de Sherbrooke. Donc, le but de ça, c'est de continuer à augmenter les performances des modules solaires. Puis, ça l'aide à diminuer les coûts. Puis, en même temps, c'est d'avoir un module vert parce qu'il est fabriqué au Québec. Puis, juste quand tantôt, Denis parlait, les coûts descendent toujours. Si on prend, on est approché par un client, juste à titre d'exemple, qu'il y avait des modules installés depuis 10 ans. Puis, c'était des modules asiatiques. Puis, il y a eu des problèmes sur l'arrière du module. Puis la personne regardait pour réparer ou remplacer. Les modules, dans le temps, c'était des 250 watts.
Maintenant, on est rendu à 400 watts pour la même grandeur de module. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est remplacer les modules existants par des nouveaux. Ça prend 2 fois, pas 2 fois, mais presque 2 fois moins d'espace. Ça libère l'espace si on veut augmenter la capacité. Mais le fait de faire le même module, puis qui génère maintenant 400 watts au lieu de 250 watts, mais c'est sûr que ça fait descendre beaucoup le prix au watt des installations. C'est pour ça que c'est pas tant le prix du matériel d'un module qui descend, mais à mesure qu'on fait augmenter la capacité ou la performance de ce module-là, bien on descend le prix de revient au watt des composantes solaires. Donc ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on continue la discussion.